pratiquée en complément ou en remplacement de la chirurgie ouverte, la radiologie et la neuroradiologie interventionnelle rendent possible aujourd'hui certaines interventions. Elles permettent aussi de réduire le temps de récupération pour les patients. Madame la Présidente, l'orateur que vous allez accueillir va nous parler de ces traitements peu invasifs qui ont transformé véritablement la radiologie. Merci. Adrien Guenico est bien connu de notre compagnie puisqu'il a été lauréat en 2023 du prix Paul-Philippe Martin pour sa recherche sur le vasospasme. Et nous l'avons déjà entendu dans ces lieux. Il est neuroradiologue interventionnel à l'hôpital Erasmus de l'Université libre de Bruxelles, mais il a beaucoup voyagé. Je vois Toulouse, la Fondation Rothschild à Paris, Lausanne et probablement encore bien d'autres endroits. Tout comme le premier orateur, nous avons un entrepreneur. Il a monté un site, une société, une start-up qui s'appelle Radiologues. Et il est présent sur tous les sites avec le nom de French Brain Doctor. Il va nous parler aujourd'hui de cette start-up et surtout de son métier de neuroradiologue interventionnel et du transfert de la chirurgie classique vers la neuroradiologie thérapeutique. Madame la Présidente, Messieurs, Mesdames de l'Académie royale, Mesdames, Messieurs, merci pour cette belle introduction. Alors, effectivement, nous avons aussi beaucoup de désaccords, mais un de ceux que je vais éluder directement, c'est que nous avons besoin évidemment de la radiologie interventionnelle et de la chirurgie. L'un n'exclut pas l'autre, et les deux vont continuer à exister. Donc, je ne suis pas là pour remplacer quelqu'un ou les faire cesser d'exister. Donc je vais essayer de vous présenter assez brièvement et assez rapidement qu'est-ce que c'est que la radiologie interventionnelle, qu'est-ce qu'on peut faire, et notamment en restant concentré sur la partie neuro, c'est-à-dire le cerveau et la moelle. Alors très rapidement, ce que j'explique aux patients quand on les voit, malheureusement parfois en urgence, pour être bref et ne pas les perdre, c'est qu'en gros, nous, on est les médecins qui s'occupons de traiter les vaisseaux, donc les artères, les veines, du cerveau et de la moelle quand il y a besoin, avec nos collègues évidemment neurochirurgiens. Donc je travaille effectivement à l'hôpital Erasmus. Donc ça c'est un peu comme disent nos collègues, comment on aime se voir. Est-ce qu'on est vraiment limitless? Alors évidemment pas du tout. On essaye de développer, mais ce n'est pas encore le cas. Donc voici mes disclosures et les remerciements à tous les membres de l'équipe. C'est évidemment un travail d'équipe. La radiologie interventionnelle et la neuroradiologie. Alors en fonction du pays où vous êtes, donc là on est en Belgique effectivement, on appelle ça neuroradiologie interventionnelle. Dans d'autres pays, notamment en Amérique du Nord, aux États-Unis, ça va plutôt être appelé neurochirurgie endovasculaire ou neurologie endovasculaire. Ça réfère juste au fait que, en fonction du spécialiste qui la pratique, la même spécialité peut être pratiquée par des radiologues, des neurologues ou des neurochirurgiens. Dans tous les cas, c'est les mêmes traitements avec les mêmes outils. C'est juste que plusieurs spécialités, plusieurs types de docteurs ont accès à cette spécialité, à ces traitements. Donc dans tous les cas, c'est du mini-invasif, c'est de l'interventionnel, c'est-à-dire qu'on va s'aider d'images faites par du matériel de radio pour nous guider à travers le corps sans avoir à ouvrir, par exemple, dans le cas du cerveau, la boîte crânienne et à voir directement les structures. Donc on va s'aider d'images externes. Donc nous spécialisons, nous, dans l'imagerie et le traitement principalement des vaisseaux du cerveau, encore une fois, du cou, et de la moelle et du rachis en général. Donc qu'est-ce que c'est la radiologie interventionnelle? C'est l'utilisation de cathéters. Les cathéters, c'est quoi? C'est des tout petits tubes en plastique qui sont de l'ordre du millimètre, qui vont nous permettre d'accéder aux vaisseaux et d'accéder aux pathologies de ces vaisseaux, notamment au niveau du cerveau, les anévrismes, les AVC, donc je vais reprendre rapidement. Et encore une fois, c'est une spécialité qui est assez précise et qui se réalise en collaboration évidemment avec toutes les personnes à l'hôpital, les anesthésistes qui nous endorment les patients sinon on ne peut pas faire les traitements, les intensivistes qui vont prendre en charge nos patients après parce que si on ne gère pas les complications et les autres problèmes, ça ne sert à rien de traiter les vaisseaux, les neurochirurgiens, les neurologues, etc. Donc comment ça se passe en pratique? En pratique, c'est un peu comme ça. Nous sommes dans une salle et il y a une table où le patient va être allongé dessus, soit sous anesthésie locale parfois, soit sous anesthésie générale, donc endormi. Et il y a autour deux arceaux, vous voyez. Je vais vous aller un peu plus en détail.
Donc ça c'est une table un peu classique avec un écran qui est en face de nous. Donc on est positionné, le patient allongé devant nous. Sur la table, il y a un écran qui va nous rappeler l'image des radios qui sont faites en temps réel sur le cerveau du patient. Et donc on va voir nous ces images et guider nos cathéters avec nos mains en regardant l'image, donc pas en regardant le cerveau du patient comme un neurochirurgien. Donc on se détourne un peu du direct. Donc ensuite on a des écrans de protection comme on utilise du matériel qui fait des radios en permanence pour se protéger. Autour de nous il y a évidemment l'anesthésiste et le matériel d'anesthésie. Évidemment tout ça se passe de manière stérile. Alors globalement comment ça se passe? Là vous avez un corps humain représenté, donc les images ne sont pas de moi. Nous allons pouvoir pénétrer au niveau de l'artère fémorale principalement, ou des artères radiales au niveau du poignet, ou parfois directement au niveau de l'artère du cou, avec un petit tube qu'on va pouvoir ensuite faire évoluer directement à rétro dans les artères de la jambe pour monter dans la aorte à rétro, et ensuite remonter dans les artères du cou, puis dans les artères du cerveau. Donc on a tout ce matériel avec, au fur et à mesure, un peu comme des poupées russes, différents tubes qui vont être de diamètre décroissant au fur et à mesure pour avoir un premier qui est plus rigide, qui nous permet vraiment de porter tout le reste du matériel, qui va rester dans la aorte ou dans les gros vaisseaux du cou, un plus petit qui va aller plus loin, un troisième plus petit qui ira encore plus loin, etc. Donc là, comment ça se passe? Donc, la ponction, ce n'est pas une ouverture, c'est-à-dire qu'on fait un peu comme une ponction veineuse, vous allez juste avoir une aiguille qui va passer au niveau de la peau jusque dans le vaisseau, on va mettre notre matériel et on retirera tout ensuite, et donc il n'y a pas de cicatrice qui va rester, il y aura juste la petite cicatrice millimétrique de la ponction veineuse qui disparaît très rapidement. Et ensuite, une fois qu'on retire tout ça, on va appuyer ou mettre des dispositifs qui permettent de refermer l'artère pour qu'il n'y ait pas de saignement et qu'il n'y ait pas de problème sur cette artère. Donc principalement, on peut faire la même chose au niveau de l'artère radiale, donc l'accès par le bras. C'est un peu la même chose, sauf que l'anatomie change un petit peu et les mouvements aussi. Là, j'ai mis ma main à côté donc, de matériel. Vous voyez à gauche, c'est un introducteur, donc c'est ce qu'on va mettre dans l'artère directement. Ça, c'est celui-là pédiatrique, donc qui est 2 fois plus petit que ce qu'on utilise pour les adultes en principe. Et vous voyez la taille relativement petite du diamètre. Et à droite, vous avez le diamètre d'un microcathéter. Ça, c'est le matériel qui va arriver jusque dans les artères du cou un peu loin et les artères du cerveau. C'est vraiment des diamètres qui sont millimétriques ou sous-millimétriques. Très rapidement, on va les revoir pour vous exposer. On peut traiter de nombreuses pathologies, c'est une spécialité qui évolue beaucoup, on a de plus en plus de pathologies qu'on peut traiter. Parfois il y en a qu'on traité, et si on démontre qu'il ne faut pas les traiter, mais on va arrêter de les traiter évidemment. Donc c'est une spécialité qui a ce côté positif, c'est qu'elle est vraiment en adéquation avec son temps et avec l'evidence-based medicine et la science, c'est-à-dire que comme on arrive pour remplacer ou se mettre en plus de traitements existants, on doit démontrer pour exister qu'on est aussi bon, qu'on apporte quelque chose ou qu'on fait mieux que les autres. Sinon, on ne peut pas remplacer un chirurgien qui fait depuis 100 ans, pas lui, mais la spécialité, une procédure. Il faut montrer qu'on apporte quelque chose. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'on est dans des traitements qui prouvent leur efficacité vraiment. Et c'est ça qu'on essaye d'expliquer aux patients et aux autres spécialistes aussi. Donc principalement, le plus connu, l'AVC, le stroke en anglais. Donc on a une occlusion d'un vaisseau, ça peut être partout dans le corps, mais là ça va être vraiment l'occlusion d'un vaisseau du cou ou du cerveau. Donc on voit une petite image de Matrix, l'intérêt du traitement pour nous ça va être quoi? Ça va être d'extraire ce caillot donc qui va boucher une artère. Donc une petite vidéo qui va vous montrer si ça fonctionne. La vidéo passe pas. C'est pas grave. Donc le but, c'est on a une occlusion d'un vaisseau au niveau du cerveau ou du cou, et on va devoir venir en fait retirer le caillot qui s'est fait et qui allait boucher une artère, car le cerveau derrière ce caillot n'est plus irrigué par le sang, et donc il va falloir mettre tous ces petits tuyaux qu'on a vus avant jusqu'au caillot, l'accrocher avec ce qu'on appelle un stent, c'est-à-dire un petit filet métallique, et pour pouvoir retirer en aspirant le sang qui est plein de caillots, pour retirer tout ça. Tout ça se fait évidemment en plus des traitements médicamenteux qui sont faits par les neurologues. Donc pour une population plus générale, ça ce sont les principaux symptômes qu'il y a dans les AVC. Donc
les patients qui ont des troubles, soit pour parler, soit pour se souvenir de où ils sont, pour bouger un bras, une jambe, des troubles de la sensibilité, ce sont les principaux symptômes qui permettent de vraiment adresser les patients vers nous. Ensuite, les anévrismes intracrâniens. Pathologie aussi qui est assez connue dans la population générale. On a toujours entendu parler de quelqu'un qui a malheureusement souffert d'une rupture d'anévrisme. Donc c'est une pathologie, heureusement, qui est assez rare, mais c'est aussi une situation urgente et de crise. Alors qu'est-ce que c'est un anévrisme? Un anévrisme, c'est une dilatation d'une artère qui peut être partout dans le corps. Nous, on s'intéresse à celles qui sont autour du cerveau. Cette dilatation, ça fait que la paroi de l'artère est plus fine que la normale, et donc il y a potentiellement un jour un risque que ça saigne et qu'il y ait du sang autour du cerveau ou dans le cerveau, ce qu'il faut éviter pour ne pas avoir de lésions cérébrales. Au niveau des symptômes que peuvent ressentir les patients, c'est principalement un mal de tête, le pire de leur vie, qu'ils n'ont jamais connu auparavant, brutal, qui va perdurer et qui va entraîner des troubles de la vision, parfois un trouble de la conscience, qui peut entraîner des symptômes focaux, c'est-à-dire un problème pour bouger un bras, une jambe, des nausées, vomissements, etc. Donc encore une fois, heureusement, c'est quelque chose de rare. L'anévrisme dans la population générale, c'est 3% des gens, donc c'est quand même, celui-ci est relativement fréquent. La plupart ne vont jamais saigner, ne vont jamais se rompre. Il y a certains outils comme l'IRM, le scanner, qui permettent de les dépister, et il y a des facteurs qui augmentent le risque d'avoir des anévrismes ou d'avoir des anévrismes qui vont saigner. Nous, il n'y a pas de screening, donc au contraire de ce qu'on veut implémenter dans d'autres pathologies et dans d'autres traitements, il n'y a pas de screening de la population parce qu'effectivement, on n'a jamais démontré, et je ne pense pas qu'on soit près de le démontrer, qu'il y a un bénéfice de rechercher ces anévrismes chez tout le monde et de tous les traiter. Parce que malheureusement, on peut avoir des complications et tous les anévrismes ne saignant pas, il n'y a pas d'intérêt de tous les traiter. Donc ce qu'on essaye de voir, c'est d'évaluer lesquels vont saigner ou pas. Si jamais l'anévrisme saigne, il y a du sang autour du cerveau, ce qu'il faut absolument, c'est traiter cet anévrisme, le boucher pour qu'il ne ressaigne pas. Deux méthodes principalement. La première, historiquement, et qui est toujours faite et qui marche très bien, c'est le clipping chirurgical, c'est-à-dire que le chirurgien va devoir ouvrir la boîte crânienne et mettre un petit clip, ce que vous voyez, le dispositif métallique, comme une pince qui va boucher l'anévrisme et ça évite de ressaigner. Ça, c'est quelque chose, c'est vraiment le traitement historique qui continue à exister, et notamment en Amérique du Nord, où beaucoup de chirurgiens continuent à le pratiquer. Depuis les années 1991, la création du premier coil, la spécialité endovasculaire s'est développée, et notamment après 2005, où on prend vraiment de plus en plus de place, c'est-à-dire qu'au lieu d'ouvrir la boîte crânienne pour aller mettre cette petite pince, on va tout faire par l'intérieur des vaisseaux. Donc on a de nombreuses techniques qui permettent de le faire. Là, vous voyez par exemple, ici on a l'anévrisme à gauche, le microcathéter qui est ce petit tuyau vert ici dans le vaisseau, qui va rentrer dans l'anévrisme par l'intérieur du vaisseau, sans ouvrir quoi que ce soit, et on va déployer à l'intérieur du matériel, qui est là métallique, qui s'appelle des coils, ce sont des petites spirales en platine, qu'on met à l'intérieur pour le boucher par l'intérieur, on retire le microcathéter à la fin, l'anévrisme est bouché, et donc il n'est plus à risque de saigner. C'est notre traitement principal. Là, ça marche très bien. Donc vous voyez par exemple un anévrisme avec le sang qui va à l'intérieur. Et donc le but, nous, c'est d'accéder soit par l'artère de la jambe, donc c'est une vidéo promotionnelle d'une marque, accéder soit par l'artère de la jambe, soit par l'artère du bras, et remonter à l'intérieur des vaisseaux pour accéder à l'anévrisme, le boucher par l'intérieur, et ensuite retirer tout le matériel qui nous a servi à accéder pour que le patient puisse rentrer chez lui avec le matériel qui va rester à vie, il ne sera jamais retiré par la suite. Donc là, on a notre introducteur, pas forcément d'incision cutanée nécessaire, qui fait 2 mm, et ça va nous permettre de remonter avec nos petits tuyaux en plastique dans les artères, jusqu'au niveau de l'artère cérébrale touchée par la lésion, pour pouvoir la traiter. Et donc vous voyez, le patient est endormi, et sous des arceaux métalliques qui sont en fait des appareils de radiologie standard, que nous, on fait en live pour pouvoir guider notre matériel métallique au travers des vaisseaux. Donc, vous voyez par exemple ici un exemple d'un anévrisme qui est traité avec une mise en place donc, de coil ici dans l'anévrisme pour pouvoir le boucher, et à la fin que le sang ne passe plus dans cet anévrisme. On a plein de matériel maintenant, heureusement grâce à beaucoup de recherche et développement, notamment de firmes et de scientifiques. Donc on développe du matériel pour essayer d'élargir le plus possible nos indications, pouvoir traiter le plus possible d'anévrismes en réduisant les risques et en augmentant le taux de succès. Parce qu'encore une fois, malheureusement, on n'a pas 100% de succès, on est plutôt autour de plus de 95%, mais
on n'arrive pas toujours à 100% à traiter. Donc il y a diverses possibilités. Vous voyez ici un anévrisme où on va mettre en place 2 stents dans les artères autour. Donc ce sont des petits matériels métalliques comme des petits grillages qu'on va mettre dedans qui vont nous servir à reconstruire complètement la paroi des artères. Et on va pouvoir mettre à l'intérieur par exemple des coils, donc pour boucher cet anévrisme en plus. D'autres types de matériel, ça s'appelle des stents à diversion de flux. Ceux-là, c'est des stents comme les précédents, mais qui ont juste beaucoup plus de métal. Et donc, ils ne sont pas complètement couverts. Ce n'est pas un tube couvert, mais c'est des tubes qui vont permettre de rediriger le flux artériel dans les vaisseaux et pas dans l'anévrisme. Donc, vous voyez ici, par exemple, l'anévrisme, on n'a pas besoin forcément de mettre de matériel à l'intérieur, car le sang va être redirigé directement dans l'artère et va permettre à l'anévrisme de s'auto-guérir par la thrombose du sac anévrismal. On a plusieurs matériels, on a beaucoup d'imagination. Donc c'est une spécialité qui est vraiment en plein développement depuis un peu plus de 20 ans, qui est vraiment liée à la science, aux nouvelles technologies, mais encore une fois, c'est une spécialité qui se fait avec les neurochirurgiens, qui ont une expertise en plus de la nôtre et qui permet d'avoir la meilleure prise en charge possible pour chaque patient, en fonction de quelle maladie il a. Ensuite, les hématomes sous-urochroniques, ça c'est quelque chose dont on entend parler de plus en plus. Donc l'idée, c'est en fait un peu comme un robinet qu'on va couper. Qu'est-ce que c'est un hématome? Ça, vous avez un scanner du cerveau à gauche normal, à droite avec un hématome. Donc vous avez ici du sang en fait qui s'est développé, pas dans le cerveau, mais autour du cerveau et qui vient comprimer un petit peu le cerveau. Jusqu'à présent, le traitement c'était simple. Le chirurgien ouvrait, on retirait l'hématome, on refermait et on faisait un suivi. Malheureusement, pas la plupart, mais une grande partie de ces patients, 20 à 25%, avaient de nouveau des hématomes qui récidivaient. Donc en fait, on n'avait pas très bien compris quelle était la cause de l'hématome et la physiopathologie. En fait, malheureusement, il n'y a pas juste un saignement à un instant T qui va rester, c'est qu'il y a une inflammation qui se crée dans les méninges, donc les enveloppes autour du cerveau, et qui fait qu'il y a un ressaignement très continu, très chronique, tout doucement, qui ne se voit pas forcément de manière aiguë, mais que si on traite l'hématome seul en le retirant, il y a un gros risque qu'il revienne car les méninges sont toujours enflammés. Donc nous, on va pouvoir intervenir depuis peu dans cette pathologie, où on va venir en fait emboliser les artères qui alimentent la méninge pour diminuer son inflammation. Et donc c'est quelque chose qui est très récemment prouvé. Donc, en février, il y a les 3 études randomisées, les 3 premières études randomisées sur plusieurs centaines de patients qui ont été publiées, qui montrent, pas publiées mais présentées en conférence, qui montre qu'il y a un vrai effet positif de la technique endovasculaire en association avec la chirurgie. C'est-à-dire qu'on passe de 20-30% de récidive à 5 à 10% de récidive. Donc on diminue ce risque de récidive. On ne retire pas l'hématome, c'est toujours le neurochirurgien qui le fait, s'il y a besoin de le retirer. Mais par contre, on vient aider à ce que l'hématome se résorbe plus vite et qu'il récidive moins. Donc ça fait partie des indications qui augmentent. Les AVC ischémiques, on y revient. On parlait au départ des gros vaisseaux, il peut y avoir des occlusions de tout petits vaisseaux très très distaux. On peut aussi les traiter techniquement, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais malheureusement on prend un peu plus de risques. Ce n'est pas encore prouvé qu'il faut le faire. Ça peut nous arriver de le faire en fonction du type de patient, en fonction des symptômes qu'il a. Il y a des études randomisées actuellement pour montrer si cette technique doit être faite ou pas. Et donc on aura bientôt la réponse. Mais donc potentiellement on peut aller de plus en plus loin et traiter des vaisseaux de plus en plus petits. Et donc qui sont vraiment de l'ordre largement inférieur au millimètre. Le vasospasme, donc je l'ai déjà présenté ici, le but là c'est vraiment une pathologie au niveau de la paroi des vaisseaux, encore une fois du cerveau. Et donc vous voyez l'image de Star Wars à droite, c'est les vaisseaux qui se rétrécissent un peu comme dans un compacteur. Et donc le but c'est d'aller maintenir ouverts ces vaisseaux pour que le cerveau reste irrigué. Donc c'est quoi? C'est principalement des patients qui ont eu un anévrisme qui a saigné, et il peut arriver dans le temps, dans les 15 premiers jours après cette rupture d'anévrisme, ça crée une inflammation et les vaisseaux vont se rétrécir de manière très imagée, en réponse à l'inflammation. S'ils se rétrécissent trop, en fait, ils vont se boucher par eux-mêmes, et donc le cerveau derrière va faire un AVC, va se nécroser parce que le sang ne passe plus. Donc nous, le but, c'est d'essayer de prévenir ça et de le traiter quand ça arrive, si les traitements pharmacologiques ne suffisent pas, en allant à l'intérieur pour les dilater et donc réouvrir les vaisseaux pour que le sang puisse à nouveau passer et que le cerveau puisse être irrigué. Vous voyez par exemple un rétrécissement de l'artère qui est traité par une angioplastie, donc un ballon qu'on met dedans pour redonner un équilibre normal au vaisseau et permettre au sang de passer. Donc à nouveau, ce sont des symptômes un peu comme l'AVC, dans le même type de symptômes.
pareil, une pathologie très nouvelle, donc il y a beaucoup d'intérêt dans la spécialité pour cette pathologie, c'est la pathologie veineuse. Là, on parlait beaucoup de pathologie artérielle jusqu'à présent, c'était vraiment notre cœur de métier. Et en fait, il y a aussi des veines dans les vaisseaux du cerveau, c'est incroyable. On les a découvertes il n'y a pas longtemps. Donc les veines peuvent être cause de pathologie. La principale à laquelle on s'intéresse actuellement, c'est le rétrécissement à nouveau. Donc, c'est assez simple là, comme spécialité. Hein. S'il y a un vaisseau bouché, il faut le déboucher. S'il y a un vaisseau qui saigne, il faut le boucher, justement, boucher le trou du saignement. Et si c'est rétréci, il faut leur redonner le calibre normal. Donc ça reste mécaniquement assez simple, conceptuellement en tout cas. Donc là, dans les pathologies veineuses, ça va être principalement des symptômes à type de céphalée et d'acouphène. Et donc là, quand les vaisseaux, donc les veines du cerveau vont être rétrécies, les patients peuvent avoir un acouphène dit pulsatile, c'est-à-dire qu'ils vont entendre de manière synchrone à leur battement cardiaque un bruit comme le cœur, de whoosh dans l'oreille. Et en fait, c'est la turbulence du flux dans les veines qui sont à côté de l'oreille interne, cette turbulence va être retransmise dans la chaîne ossiculaire et ça va créer ce bruit. Et les patients ont ces symptômes-là de manière quasi quotidienne quand ils ont cette pathologie, et c'est quelque chose qui va fortement les handicaper, qui va parfois les empêcher de travailler, les empêcher de dormir, d'avoir une vie sociale normale, car c'est un bruit qui est permanent et insupportable pour eux. Donc potentiellement, on peut les traiter. Il n'y a pas encore d'études randomisées qui montrent que ça fonctionne, mais c'est une pathologie qu'on traite de plus en plus et à laquelle on s'intéresse de plus en plus avec les ORL principalement. Ça, c'est l'acouphène pulsatile. L'autre pathologie, c'est l'hypertension intracrânienne idiopathique. C'est des patients qui ont une pression, donc la boîte crânienne, c'est une boîte qui est fermée par de l'os, donc le volume ne peut pas s'expandre. Si jamais il y a trop de pression à l'intérieur, le cerveau va être en souffrance et donc il va y avoir des symptômes comme des céphalées, des problèmes de vision, etc. Dans l'hypertension idiopathique, c'est une pathologie où en fait le patient n'a pas une masse, par exemple une tumeur qui augmente la pression dans la boîte crânienne, mais c'est malheureusement un trouble du cerveau et de ce qui l'entoure, c'est-à-dire que le liquide, il y a trop de liquide normal autour du cerveau, il y en a de manière normale, mais là il y en a trop, il y a trop de pression à l'intérieur et ça peut entraîner ce symptôme. À nouveau, on peut intervenir parfois, donc c'est une discussion pour chacun, hein, parce que c'est pas aussi simple que dès qu'on a une céphalée, il faut traiter. C'est vraiment à chaque fois des cas complexes qu'on discute. On essaie de comprendre quelle est la cause pour chaque patient. Et si jamais on évalue que le rétrécissement de la veine peut en être la cause, à ce moment-là, on peut la traiter. Donc là, c'est pareil. Pour améliorer le retour du sang du cerveau vers le reste du corps et diminuer la pression à l'intérieur de la boîte crânienne, on va réouvrir les veines. Le sang, de manière encore une fois imagée, va mieux passer, va mieux sortir de la boîte crânienne et donc on peut diminuer la pression intracrânienne grâce à un stenting des veines. Les malformations artéroveineuses, pareil, autre pathologie vasculaire. Cette fois-ci, c'est quoi? C'est un shunt anormal. Normalement, vous avez des artères qui vont amener le sang vers un organe, quel qu'il soit, là le cerveau. On a un réseau capillaire qui va permettre de faire les échanges avec la structure qui est irriguée. Et ensuite, le sang va repartir dans les veines, mais après avoir passé ce réseau capillaire. Et donc, en fait, il n'aura pas la même pression, il va être très différent du sang artériel. Dans la malformation artéroveineuse, c'est en fait une communication anormale entre l'artère et la veine, sans réseau capillaire au milieu. Et donc, en fait, le sang artériel à très haute pression arrive dans les veines, qui ne sont pas prévues pour ça. Et donc, malheureusement, elles vont potentiellement se dilater, former des anévrismes, parce qu'elles ont une pression qui est anormale. Et donc potentiellement, c'est aussi une pathologie qui peut entraîner des saignements autour du cerveau ou dans le cerveau qu'on va pouvoir aussi traiter en juste bouchant les communications anormales, sans boucher si possible les artères saines autour. C'est aussi une pathologie qu'on peut prendre en charge. Encore une fois, tout le monde n'est pas traité, mais on peut le traiter potentiellement. Les fistules carotido-caverneuses, c'est aussi une pathologie de shunt. Et alors là, c'est un exemple de patient qui avait eu ce qu'on appelle des fistules directes. C'est une pathologie qu'on voit moins en Europe depuis de nombreuses années que la ceinture de sécurité est obligatoire, car c'était une pathologie principalement traumatique, c'est-à-dire les traumatismes crânio-faciaux, notamment dans les accidents de la voie publique. Il y avait des fractures de la base du crâne qui entraînaient des lacérations des artères et des veines de la base du crâne. Donc cette communication se crée à un instant donné, et donc on avait du sang artériel qui arrive dans des veines de la face et du crâne. Et donc en fait ça engorge le cerveau qui reçoit dans ses veines du sang à très haute pression, et donc ça peut créer à la fois des symptômes visuels, comme un œil rouge après un accident,
ou des engorgements des veines et du réseau du cerveau et provoquer des AVC. Donc c'est aussi des choses qu'on peut traiter, où en fait on vient, encore une fois, boucher la communication anormale entre l'artère et la veine pour rétablir une pression normale dans le système veineux et que le sang artériel puisse continuer à aller là où il est destiné à aller, vers le cerveau. Les sténoses des vaisseaux, encore une fois on rétrécit des vaisseaux et on va les traiter. Les artères du cou ou intracrâniennes peuvent, pour diverses causes, notamment l'atéromatose, la cause la plus connue, c'est l'accumulation de résidus dans la paroi des artères qui vont entraîner un rétrécissement de ces artères. Si jamais elles sont rétrécies et qu'il y a une indication à le faire, soit le chirurgien peut retirer la plaque d'athérome et refermer l'artère, soit on peut, nous ou parfois les chirurgiens, mettre un stent à l'intérieur qui va permettre de redonner un calibre normal au vaisseau. Donc là, c'est pas une image où on avait une artère rétrécie et qu'on vient traiter par l'intérieur en délivrant un stent. Au niveau pédiatrique, il y a des pathologies très spécifiques qu'on prend en charge parfois. Donc, le chef de service, le professeur Lubitsch, viendra, je crois, faire une présentation sur les pathologies pédiatriques qu'il prend en charge. Je vais vous parler très rapidement d'une qui est très rare, heureusement, ne vous inquiétez pas pour vos enfants. Les rétinoblastomes, c'est une tumeur qui va être dans l'œil. C'est une tumeur qui est très rare et qui va être une tumeur au niveau de la tumeur, vous voyez ici, qui se développe donc au fond et qui va entraîner potentiellement cet aspect sur les photos. Les patients qui viennent avec des enfants, on dirait il y a un œil qui est sur la photo quand je mets le flash, il y a un œil qui est blanc, un œil qui est noir. C'est en fait il y a une perte de comment l'œil renvoie la lumière. Et donc en fait, ça fait partie des symptômes pour lesquels ils vont voir un ophtalmo. L'ophtalmo va pouvoir voir qu'il y a une anomalie au fond d'œil et potentiellement le traiter avec des oncologues et parfois nous les adresser. Encore une fois, on ne traite pas tous ces patients, on en traite certains. Et donc ça va être un traitement ciblé où on va directement injecter une chimiothérapie dans l'artère qui va à l'œil. Au lieu d'injecter cette chimiothérapie dans tout le corps, on va l'injecter de manière très ciblée à plusieurs reprises dans l'artère. Ça permet d'avoir des concentrations plus élevées, moins de complications aussi pour l'ensemble du corps. Et ça permet d'améliorer un petit peu, dans certaines indications, l'évolution de ces pathologies, et notamment de sauver l'œil du patient parfois. Après, il y a énormément d'autres pathologies, donc je vais parler très rapidement, mais je ne vais pas m'attarder dessus. On peut intervenir dans les saignements du nez. Les gens qui saignent très fréquemment du nez, ça peut être lié à des petites pathologies de la muqueuse qu'on peut traiter en diminuant le flux sanguin qui va dans ces muqueuses. Il y a d'autres pathologies comme donc les rétrécissements des artères sans symptômes, parfois on peut être amené à les traiter. Et en termes de recherche et de pathologies futures auxquelles on commence à s'intéresser, il y a les pathologies tumorales comme les gliomes ou les glioblastomes où on pourrait potentiellement injecter les chimiothérapies de manière très ciblée. Donc ça fait partie des axes de recherche internationaux, il n'y a pas encore d'indication ni de consensus là-dessus, ça en est qu'au stade de la recherche, mais c'est toujours intéressant conceptuellement. Et d'autres pathologies autour du cerveau où on peut intervenir. Après, il y a des pathologies des vaisseaux, parfois sous-cutanés, qu'on peut traiter comme des malformations kystiques, lymphatiques ou veineuses, qu'on peut être amené à traiter en injectant des produits à l'intérieur pour les faire diminuer de volume. Au niveau des développements, on connaît le robot en chirurgie qui existe et qui est maintenant en place vraiment dans la pratique chirurgicale depuis des années. En endovasculaire, ce ne sont pas exactement les mêmes robots, vu que ce ne sont pas nos mains qui sont, on va dire, au niveau du cerveau du patient. Mais on va mettre nos cathéters dans le robot et ensuite on va pouvoir, sur des joysticks, pouvoir faire bouger nos cathéters au degré près, au millimètre près. Donc ça fait partie des choses qui se développent. Il n'y a pas encore d'indication à l'utiliser, car pour l'instant ça prend plus de temps que de faire la procédure de manière normale. Donc vous voyez en bas à gauche le joystick et la machine sur laquelle on peut tout toucher et tout faire varier en fonction de ce qu'on veut. Mais ça nécessite quand même que quelqu'un mette les cathéters dans le robot. Ça prend beaucoup plus de temps. C'est un investissement qui est très important en termes de coût. Et donc au final, pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt pratique à cette pratique, mais il y a des développements et potentiellement dans le futur, ça pourrait être intéressant. L'intelligence artificielle va rentrer en compte, nous, de plus en plus et vraiment existe dans notre pratique. Ça s'est déjà mis en place, notamment dans tout ce qui est partie de diagnostic, où on va pouvoir céder de logiciels d'intelligence artificielle pour soit faire l'imagerie elle-même, c'est-à-dire aller plus vite et faire moins de séquences d'IRM par exemple, et recalculer des séquences avec des outils d'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de sociétés qui travaillent là-dessus. Ou ensuite pour l'interprétation de ces images, où on a de plus en plus de logiciels qui vont nous calculer de manière automatique
des volumes de lésions, qui vont nous calculer, nous dire est-ce qu'il y a une lésion ou pas pour nous aider dans l'interprétation des images. Donc c'est vraiment quelque chose qui existe et qui vraiment de plus en plus entre dans la pratique quotidienne. Et donc ça permet aussi parfois de définir quel vaisseau il faut traiter, comment y accéder, etc. L'opinion médicale, ça c'est quelque chose de très important aussi, quelle que soit la spécialité, donc quelque chose que j'ai toujours à mes patients. Alors, on vous propose un traitement, des désaccords, il y en a dans la spécialité, il y en a entre les groupes de spécialités, et donc quand on n'est pas dans l'urgence, il y a toujours intérêt potentiellement à prendre un deuxième avis, car on est dans une pathologie qui déjà comprend il y a des désaccords sur les espèces, etc. Vous imaginez bien que le désaccord sur est-ce qu'il y a un anévrisme et est-ce qu'il faut traiter l'anévrisme, évidemment il y a des désaccords entre beaucoup de gens. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger et il ne faut pas hésiter à voir des spécialistes différents pour avoir un avis et choisir ce qu'on préfère. L'impression 3D, c'est quelque chose qu'on utilise aussi en pratique, principalement pour la recherche, pour l'enseignement avec les étudiants, les internes et les fellows, donc pour leur permettre d'utiliser des nouveaux matériels qu'ils n'ont jamais utilisés, par exemple dans un modèle 3D avant de le faire sur un humain. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus et qui ressemble de plus en plus à un humain en pratique. C'est pas encore exactement la même chose car on n'utilise pas le matériel qui ne répond pas exactement de la même manière, mais c'est vraiment, le but c'est principalement pour le training des jeunes qui marche très bien et qui est très intéressant. Les lunettes 3D, vous avez vu les lunettes Apple qui sont sorties, donc c'est exactement ça qui existe depuis plusieurs années. Il y a une société française qui fait ça, en neuroradiologie interventionnelle. Bon, c'est pas utilisé vraiment en pratique, en fait on peut juste avoir au niveau des lunettes donc des images qui vont s'afficher, par exemple la fonction la tension du patient ou sa fréquence cardiaque, ou voir son imagerie IRM ou scanner, et pour pouvoir le voir en fait. Au lieu d'avoir juste un écran en face de nous, on peut rajouter des écrans un petit peu au niveau de lunettes, mais c'est quelque chose qui est plus l'objet pour l'instant pas du gadget, mais qui est agréable à utiliser, mais qui n'a pas d'implication thérapeutique concrète encore. Et alors ensuite, ça pareil, vous allez le voir dans les journaux, on va dire un peu grand public, le développppement des interfaces entre le cerveau et les ordinateurs. C'est quelque chose qui se développe aussi, avec de manière très connu Elon Musk qui a créé une société là-dessus aux États-Unis. Il y a d'autres sociétés qui existent, notamment une société à New York qui est faite par des Australiens, où ils vont demander à un neuroradiologue interventionnel de poser un stent dans les veines du cerveau. Le stent va être positionné par rapport au cortex du cerveau sous-jacent qui doit être stimulé. Et en fait, grâce à un réseau Bluetooth, on va pouvoir envoyer des informations à ce stent qui va pouvoir stimuler quand on veut le cortex en dessous. Et donc ça c'est vraiment quelque chose pareil, ils ont commencé des essais vraiment cliniques humains avec des premiers cas qui ont été implantés avec des résultats qui sont déjà assez intéressants. Et donc c'est vraiment le tout début, mais c'est vraiment quelque chose qui existe, voilà, et qui se fait en pratique scientifique, mais qui se fait. Et nous alors après sur le plan du matériel, on a de plus en plus de matériel. Et alors ce qui se développe aussi c'est le matériel qui est activable, c'est-à-dire que jusqu'à présent les cathéters et les guides que je vous ai montrés, on leur donne une forme où ils ont une forme prédéfinie et on les choisit en fonction de l'anatomie du patient. On veut aller dans une artère qui a un angle aigu, on choisit une forme spécifique. Si l'angle est très obtus, on choisit une autre forme. Là, on a de plus en plus de matériel qu'on va pouvoir changer de forme au fur et à mesure, c'est-à-dire on l'utilise et puis on peut lui donner la forme au fur et à mesure, et donc ça nous permet nous de gagner du temps et d'utiliser potentiellement moins de cathéters, parce que si on doit changer 3 fois de cathéter pour trouver la bonne forme, et bien là on peut potentiellement trouver la bonne forme juste avec le même en le changeant au fur et à mesure. Donc c'est quelque chose qui se développe aussi avec plusieurs sociétés à la fois européennes et américaines qui existent. Donc vous voyez, la forme du matériel peut changer au fur et à mesure et peut s'adapter donc à l'anatomie du patient. Encore une fois sous notre main, ça ne se fait pas de manière automatique, mais c'est quand même quelque chose qui peut nous aider. Et donc en recherche, qui n'est pas utilisé encore, mais c'est des nanocathéters, donc on va encore diminuer le diamètre du matériel et passer vraiment à des diamètres qui sont vraiment largement inframillimétriques. Et potentiellement, au lieu que ce soit nous qui les poussions et qui les guidions vers l'endroit où on veut aller, qu'on puisse avoir une guidance magnétique. Ça c'est un concept qui se développe aussi depuis quelques années et qui est encore en termes de tests,
mais c'est d'avoir un matériel magnétique qui va pouvoir être autour du cerveau du patient et qu'on va pouvoir activer en fonction de là où on veut faire aller le matériel. Et donc le matériel au niveau de l'artère ne soit plus poussé, mais soit juste attiré par un aimant en très imagé pour le faire aller là où on veut. Donc ce sont des concepts qui sont vraiment en phase de tests animaux et parfois même humains, mais qui ne sont pas encore dans la pratique quotidienne, mais qui sont déjà existants. Voilà, c'est une overview rapide. La neuroradiologie interventionnelle, donc c'est vraiment ces pathologies-là. La radiologie interventionnelle s'applique à tout le corps. On a des traitements pour les poumons, on a des traitements pour le foie, la rate, les reins, la prostate, l'utérus, etc. Tout ça, ça se fait. Ce n'est pas forcément les mêmes spécialistes. Donc en fonction, nous en neuroradiologie, on traite principalement les vaisseaux du cerveau. Les autres pathologies sont traitées par d'autres radiologues ou d'autres spécialistes. Donc voilà, c'est les mêmes types de techniques qui peuvent s'appliquer à tout le reste des organes du corps. Et je vous remercie pour votre attention et votre Monsieur Martin. Merci pour cet exposé, très bien illustré, très didactique, qui a montré aussi tous les développements technologiques qui sont en cours qui montre comment l'audace thérapeutique peut croître maintenant pour traiter des lésions qui étaient jusqu'à présent, ou jusqu'à un certain temps tout à fait impossibles à traiter. J'ai deux questions. La première, vous avez insisté sur l'importance qu'il y avait à avoir une équipe multidisciplinaire, neuroradiologique, chirurgicale, neurologique, etc., pour la prise en charge de ces patients. On va prendre par exemple l'anévrisme rompu. Il est évident qu'il faut traiter l'anévrisme rompu pour ne pas avoir une nouvelle rupture, mais aussi potentiellement l'hydrocéphalie aiguë, le vasospasme, etc., etc. Dans certains pays, et surtout en Amérique du Nord, notamment États-Unis, Canada, il y a maintenant des personnes qui maîtrisent l'ensemble des techniques finalement chirurgicales, endovasculaires, pour pouvoir offrir aux patients la prise en charge complète au sein d'une équipe, évidemment. Qu'en pensez-vous? Et ma deuxième question, elle est plus pratique. En ce qui concerne les anévrismes rompus, qui sont embolisés, il peut arriver que l'anévrisme se reperméabilise, rompu ou non rompu d'ailleurs, se reperméabilise, contrairement à l'anévrisme exclu par la mise en place d'un clip. Quelle est votre stratégie de suivi du patient? À quel rythme fait-on des examens de contrôle et lesquels d'ailleurs, angiographie, scan, IRM, etc. Merci. Merci pour vos questions. Alors, effectivement, les deux sont très pertinentes sur le plan clinique. Je vais commencer par la dernière, sur le suivi. Le suivi, nous, on est donc en Europe, en tout cas, souvent radiologue de formation, donc effectivement, on a accès facilement aux techniques d'imagerie, et pour nous, c'est quelque chose de normal. Nous, on applique les mêmes suivis pour les patients qui sont traités par voie endovasculaire ou chirurgicale, car les premières séries chirurgicales, malheureusement, il n'y avait pas de récidive, mais souvent, il y avait un suivi qui était aussi un peu léger. Et donc, si on ne les cherche pas, évidemment, il n'y a pas de récidive. Donc, c'est vrai, dans les études qui ont été faites après, il y a un peu plus de récidive, donc de reperméabilisation des anévrismes, d'apparition d'un nouvel anévrisme quand on fait des techniques endovasculaires par rapport aux techniques chirurgicales. Et donc, dans tous les cas, il faut rechercher ces reperméabilisations. Donc, nous, les patients sont suivis, donc on fait chaque centre fait différemment, en fait, il n'y a pas de recommandation internationale. On va adapter en fonction de si l'anévrisme est rompu ou pas, et de la technique qu'on a utilisée, parce qu'en fonction de la technique, il y a plus ou moins de risques de reperméabilisation ou d'autres problèmes qui peuvent arriver. Et donc on va faire principalement une artériographie cérébrale qui permet encore d'avoir des très bonnes images, et ce sont les meilleures images pour nous. On en fait de manière régulière, mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait tout le temps. On va faire ça principalement au bout de 6 mois ou 1 an, pour avoir un bilan. Et si tout va bien, on en refera une, mais 2 ans après, et parfois 10 ans après. Donc ça, c'est un suivi qu'on fait. Il peut y avoir des récidives à très long terme, ça existe. C'est pour ça qu'on fait des suivis réguliers. Et de manière plus régulière, on va faire des IRM ou des scanners en fonction de si on peut ou pas réaliser l'IRM, car ça permet globalement de faire un suivi qui est assez correct et de voir s'il y a ou pas des recanalisations de ces anévrismes. Et c'est quelque chose de moins invasif, qui a moins de risques. Et donc, on essaye de faire un suivi le moins invasif possible pour le patient. Et ça, on va le faire de manière plus régulière. Donc on le fait pour les deux techniques, même si effectivement il y a un peu plus de récidive
quand on fait une technique endovasculaire qu'un clipping, mais les deux peuvent potentiellement avoir quand même des récidives. Et alors pour l'autre question, l'accès, on va dire, à cette spécialité, même pas spécialité technique, par différents spécialistes, mon avis personnel là-dessus, pas l'avis de tout le monde, mais mon avis personnel là-dessus, c'est que moi je trouve ça très bien qu'il y ait différents spécialistes qui puissent y avoir accès. Moi, ce que je voulais faire initialement, c'était neurochirurgie pour faire de l'endovasculaire, et donc faire l'endovasculaire en plus de la technique neurochirurgicale. Malheureusement, en Europe, on m'a expliqué que ça n'allait pas être possible et qu'il valait mieux faire de la radiologie. Effectivement, en Amérique du Nord et dans pas mal de pays asiatiques, c'est maintenant les chirurgiens, principalement, qui ont récupéré, sans vouloir dire volé, mais qui ont récupéré cette technique, parce qu'elle a été développée par, effectivement, au départ, des radiologues et des neurochirurgiens, donc les deux. Historiquement, c'était plutôt les radiologues. Maintenant, il y a un shift vraiment vers les neurochirurgiens. Il y a du pour et du contre. Le contre, c'est que le neurochirurgien qui a la technique endovasculaire et chirurgicale, il va moins pousser les indications endovasculaires souvent. C'est-à-dire que dès qu'il trouve que c'est un peu trop compliqué ou qu'il y a un peu trop de risques, il va clipper. Et donc, il y a moins d'évolution aussi des techniques endovasculaires. Et donc les techniques actuellement sont aussi le fait de se dire à un moment, bon, il faut pousser. Ça va pas être simple, mais il faut essayer. Donc il y a cette petite chose négative, je trouve que souvent ils vont plus vers la technique clipping, qui est parfois très bonne pour le patient, mais donc maintenant on a quand même des devices pour à peu près tout. Mais en termes positifs, moi je trouve ça aussi très très bien d'avoir dans des équipes multidisciplinaires où on a à la fois un neurologue, un neurochirurgien, un radiologue qui sait faire la même technique, du moment qu'ils savent bien le faire. La question n'est pas de savoir si c'est un neurochirurgien ou un radiologue qui fait l'acte, la question c'est de savoir si la personne qui fait l'acte, il le fait bien, il est bien formé, il sait bien les indications, les contre-indications et gérer ses complications. Ça pour moi c'est la chose essentielle. Du moment que c'est bien fait, personnellement, qu'on me dise que ce soit un radiologue ou un chirurgien, du moment que c'est bien fait, je suis content. Oui, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci pour votre exposé. Vous avez signalé la non-utilité, si j'ai bien compris, du robot. Il y a cependant des pathologies et dans des situations d'urgence où le temps joue énormément. Et dans certaines régions, que ce soit d'un pays ou dans des zones fort reculées ou dans des emplois de cette technique à l'étranger, n'est-il pas opportun de continuer à développer cette technologie de robotisation parce que vous pourriez très bien, depuis Erasmus, manipuler la même technologie pour des zones reculées qui n'ont pas la chance d'avoir cette équipe multidisciplinaire. Oui, exactement, c'est tout à fait vrai. C'est vraiment un des arguments principaux, un des principaux arguments pour cette technique. Et donc, il faut la développer. C'est comme en chirurgie, hein, maintenant c'est utilisé par exemple pour la chirurgie prostatique, c'est utilisé quasi tout le temps, alors qu'il y a 15 ans, ce n'était pas utilisé tout le temps. Donc, c'est évident qu'il faut la développer, il faut s'y intéresser pour que ça progresse. Ce que je dis, c'est qu'en pratique, actuellement, maintenant, ça n'a pas effectivement un impact et ça n'améliore pas la prise en charge. Ça ne la rend pas plus rapide ni plus précise maintenant, actuellement. Mais il faut continuer à développer ça pour l'utiliser. Les zones reculées, c'est pareil, c'est un concept qu'on essaye toujours de nous donner pour dire qu'il faut développer cette technique. Le seul problème, c'est qu'actuellement, pour utiliser un robot, il faut l'équipe sur place. Parce que si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne va pas, il faut pouvoir être capable de prendre la main et de faire le traitement. Donc ça, malheureusement, c'est aussi une limite de ces techniques robotisées. Et si le robot ne fonctionne pas, c'est comme s'il n'y avait pas de robot, c'est comme s'il n'y avait pas d'équipe, le patient va quand même avoir des séquelles graves. Exactement, c'est vrai. Si on n'arrive pas à tirer ce caillot de cette artère pour un AVC et pour avoir vécu ça en pré-hospitalier, on savait en fonction du chrono qu'on avait des chances ou pas de sauver le patient. Totalement vrai. Et alors, la question elle se pose un peu moins, c'est vrai, dans nos pays, parce que le réseau sanitaire est quand même très bien développé, très bien organisé, ouais. Tout marche très bien. Et donc, donc en fait, les patients sont quand même, il y a des centres qui sont c'est quand même organisé pour que les centres soient répartis sur le territoire et qu'il y ait un accès le plus rapidement possible. Alors évidemment, il y a des échecs et parfois des retards, mais ça va quand même bien organisé. Et donc l'impact ici, en Belgique, en France, par exemple en Allemagne, ça aurait moins d'impact effectivement dans un pays où il n'y a pas du tout accès à ça. Donc oui, ça fait partie des possibilités. Nous, honnêtement, ça nous intéresserait beaucoup de pouvoir faire des cas comme ça à distance. On adore toutes les nouveautés, on adore tout aussi pour pouvoir aider les patients autre part. Donc
ça nous intéresserait, mais en pratique, c'est pas encore fait. Et effectivement, il y a des gens qui y réfléchissent. Ouais. Moi, j'avais une question, franchement, super exposée. J'avais une question par rapport au matériel qui est utilisé. Quelle est l'hémocompatibilité? Parce que finalement, c'est des patients aussi dont je vois pour certains, on doit faire un dual antibiotic therapy par rapport au matériel qui est inséré. Donc, c'est pas au moment de l'intervention, ce sera après. Est-ce qu'il y a une réflexion dans les développements, parce que je ne l'ai pas vu, justement, d'utiliser du matériel qui est plus hémocompatible et qui va permettre justement de diminuer l'utilisation de ce dual antibiotic thérapie qui, on le sait, certes protège sur le fait d'avoir des événements thromboemboliques secondaires, mais va aussi amener un taux de saignement qui n'est pas négligeable. Oui, alors effectivement, ça c'est quelque chose que je n'ai pas présenté pour la population, enfin des gens un peu plus qui ne connaissent pas ces traitements, c'est que le fait de mettre en place du matériel dans des vaisseaux sanguins, le sang va être en contact, donc il y a un risque effectivement que ça crée des caillots et que les artères se bouchent si le sang s'agrège sur le matériel. Et donc pour faire ça, pour éviter ça, on est obligé de mettre des médicaments qui permettent d'éviter ces agrégations et la formation de caillots. Et effectivement, ces médicaments ont du coup un risque de saignement. Et donc c'est ce qu'on veut éviter. On veut éviter un AVC ischémique, mais si on crée un AVC hémorragique parce que le patient saigne, on n'est pas avancé. Effectivement, il y a beaucoup de développement qui est fait par les firmes surtout, et par certains chercheurs sur ça. Et donc la plupart des firmes actuellement mettent sur le marché des stents qui sont couverts de différents types de polymères, chacun a son polymère spécifique, pour essayer de diminuer justement l'agrégabilité du sang sur le matériel et pour pouvoir potentiellement, dans le futur, diminuer l'utilisation des antiagrégants plaquettaires. Pour l'instant, les différentes pistes qui existent, ils ont quand même encore du mal à démontrer que ça a un effet, mais il y a vraiment de la recherche là-dessus, parce qu'effectivement, c'est quand même des corps étrangers qu'on met, donc la recherche se fait. Il y a des dispositifs qui existent de plus en plus. Encore une fois, ce n'est pas révolutionnaire, mais il y a vraiment une réflexion là-dessus qui est très présente. Et durant l'intervention, pour le moment, vous utilisez toujours de l'héparine. Exactement, oui. Donc l'héparine non fractionnée. Est-ce qu'il y a un intérêt, puisque c'est principalement une activation donc, de la voie de contact de la coagulation, est-ce qu'il y a un intérêt d'aller vers les inhibiteurs du LONS qui sont en cours de développement pour justement essayer de remplacer cette héparine qui a aussi toute une série d'effets secondaires voilà, qui ne sont même pas de l'ordre du saignement ou autre. Hein. Je pense notamment donc, à la thrombocytopénie induite par l'héparine ou encore après les cas de stérone, c'est sur le plus long terme. Alors, ça pourrait être fait potentiellement. Moi, je ne connais pas encore de centres qui font des études là-dessus pour comparer différents types d'anticoagulants pendant la procédure. Les principaux problèmes qu'on a, c'est une spécialité très orientée vers la recherche et le développement, de manière générale, mais après, dans chaque centre, chacun est habitué à faire des façon. Et donc, faire changer des pratiques comme ça, vraiment de base, c'est aussi difficile de faire accepter ça aux gens et leur dire, bon, le traitement, vous savez comment le faire, avec quel matériel, vous savez le risque, mais on va peut-être vous induire un risque de plus avec juste le médicament anticoagulant. Donc, oui, ça pourrait avoir de l'intérêt. Moi, je ne connais pas qui font des études là-dessus exactement. Mais clairement, ça peut avoir un intérêt parce que ce n'est pas quelque chose de parfait. Et c'est quelque chose qu'on utilise de manière empirique depuis très longtemps. Mais il y a probablement bien mieux à faire, c'est évident. Donc oui, ça fait partie des pistes de recherche. Mais c'est vrai qu'on est plus orienté sur la recherche et le développement de nouveaux devices plutôt que les traitements médicamenteux pendant la prise en charge. Ça, c'est vrai, oui. Mais ça pourrait être tout à fait des axes de recherche, oui. Ma question porte sur l'apprentissage de ces techniques, elles sont quand même fort sophistiquées. C'est quoi les cours d'apprentissage? Combien est-ce qu'on a besoin de cas pour devenir suffisamment performant et avoir une casse? Et en parallèle à ça, est-ce qu'il y a des labos de simulation qui permettent d'augmenter plus rapidement la capacité, la qualité des interventionnistes? Merci, oui, c'est exactement comme la chirurgie. Il y a un énorme, pas biais, mais facteur qui est l'humain qui fait le geste. Parce que malheureusement, si on fait 100 personnes qui font un geste, même s'ils sont toutes formées, il y a évidemment une variabilité très importante entre tous. Donc le but des études sur beaucoup de centres, c'est de dire la technique marche globalement sur une population de X centaines de neuroradiologues interventionnels. On a tel taux de réussite, tel taux d'échec. Mais ensuite, c'est vrai que c'est difficile d'aller dedans pour regarder qui fait mieux. On essaye parfois pour s'en inspirer et pour progresser, mais c'est aussi quelque chose qui est mal accepté par la profession elle-même. C'est chacun de dire oui, non, mais
j'ai été comparé à celui d'à côté, il a un peu moins de complications. Oui, mais il a moins de complications parce qu'il traite des patients moins compliqués et parce que, bon, on est toujours là-dedans. Mais potentiellement, oui, il y a de quoi s'améliorer. Au niveau de la formation, c'est comme la chirurgie, il y a vraiment des cours d'apprentissage. Actuellement, tous ceux qui arrivent, tous les jeunes radiologues qui arrivent, qui veulent se former, sont persuadés qu'en 6 mois, ils sauront tout faire, systématiquement. Et sincèrement, c'est jamais le cas. Et malheureusement, ils sont toujours un peu déçus parce qu'au bout de 6 mois, on leur expliquer l'artère, il y a un guide, mais ça va s'arrêter là, quoi. Ils ne peuvent pas faire. Déjà, il faut connaître bien l'anatomie, il faut connaître l'indication des procédures, quelles complications on peut avoir, comment gérer les complications avant de mettre un stent. Parce que si on met un stent mais qu'on ne sait pas pourquoi on le met, quand on le met et qu'est-ce qu'on fait quand il y a un problème, ça n'a pas de sens. Donc c'est vrai que c'est un apprentissage qui est global et le côté technique, c'est vraiment une des parties. Pour l'améliorer, il y a pas mal de simulations qui se développent, à la fois numériques, où donc les firmes vont nous proposer des boîtiers où on va pouvoir bouger des cathéters et donc ça va reproduire le mouvement sur un écran, du matériel, et donc on va pouvoir s'entraîner à cathétériser comme ça. Il y a aussi des mannequins où on imprime en 3D tout le réseau artériel et on va utiliser du matériel radio comme dans une salle normale pour le faire progresser, mettre en place des devices, etc. Et donc simuler vraiment des procédures. Ça, c'est quelque chose qui est plus ou moins utilisé en fonction des pays, ça dépend un peu de l'organisation, de la structuration de la spécialité. Par exemple, en France, c'est quelque chose qui est, ça a été légiféré donc, par décret, quelles sont les conditions pour avoir le droit de faire les traitements. Et dans les conditions, il y a faire un diplôme universitaire de 2 ans avec une pratique théorique, et, de la théorie et de la pratique. Et ça, si on ne fait pas ça, on n'a pas le droit. Et donc, il y a forcément des DU qui se sont développés avec une mise en situation. Et donc, à chaque fois qu'on va à ces DU, on a des pratiques, on essaye sur des mannequins, sur des cochons, etc., sur des animaux. C'est pas quelque chose qui se fait partout, mais c'est quelque chose que moi je souhaiterais énormément développer, notamment ici, parce que c'est vrai que la pratique et l'apprentissage se fait. Le jeune va regarder pendant un moment, il va regarder ce qu'on fait, on lui explique tout ce qu'on fait. Une fois qu'on voit que c'est vraiment du compagnonnage, une fois qu'on voit qu'il n'est pas fou, qu'il comprend ce qu'on fait et qu'il va pouvoir faire au fur et à mesure, on lui fait la base, il met en place le champ, il met en place le matériel. Quand il connaît le matériel, il va pouvoir ponctionner l'artère avec nous au fur et à mesure. Ensuite, il peut pouvoir monter le matériel dans la horte, ensuite il peut le monter dans les carotides, ensuite il peut aller dans les artères du cerveau, ensuite il peut mettre des dispositifs. Tout ça, ça prend, franchement, pour être formé, au minimum 2 ans. Minimum du minimum. Avant, c'est pas possible. On peut faire beaucoup de choses, mais on n'est pas formé de manière complète. Je pense qu'il y a un internaute qui souhaite vous poser une question. Non, je voudrais simplement donc remercier l'orateur pour cet intéressant exposé de formation continue, mais dont nous en avons eu d'autres à l'Académie qui étaient tout aussi intéressants. Mais comme nous sommes à l'Académie de médecine et pas dans un cercle de formation continue, nous sommes intéressés par les travaux de recherche essentiellement. Et donc, je voulais demander à l'orateur, dans le cours de cette activité tout à fait remarquable, quels sont les acquis de recherche qu'il a pu sortir de ce travail, quelles sont les nouvelles données qu'il a pu mettre en évidence, parce qu'au fond, c'est un petit peu ça qu'on souhaite entendre quand on fait un exposé à l'Académie. Merci, oui, effectivement, ça fait partie intégrante de notre pratique, la pratique qui est vraiment pratique avec la clinique au lit du patient, le traitement, la partie enseignement et la partie recherche. Sur la partie recherche, on a une grosse activité personnelle et dans l'équipe et dans l'hôpital. Donc on a eu dans les dernières années, plus de 80 publications qui sont indexées dans PubMed sur notre pratique. À la fois, principalement, nos axes, c'est l'AVC, qui est une pathologie de santé publique, l'anévrisme rompu, et comme je l'avais présenté auparavant, le vasospasme avec donc les complications des ruptures d'anévrisme. Donc on a une forte activité de recherche, à la fois pratique clinique sur les matériels qu'on utilise, sur le développement de ces matériels, comment optimiser les filières aussi, parce que ça fait clairement partie de la recherche, c'est-à-dire on sait faire un traitement, on sait quel patient, mais tout ça il faut l'organiser, donc il faut être sûr que les bons patients vont arriver dans le bon hôpital, ils vont avoir le bon examen d'imagerie pour être dépistés, ils vont arriver. Donc tout ça, ça fait partie de nos axes de recherche et on publie énormément là-dessus. On a des pratiques, des publications et des recherches à la fois dans le centre et à la fois internationales avec des consortiums qu'on a créés avec des centres un peu partout dans le monde et notamment celui sur lequel on travaille énormément actuellement, c'est les AVC qui sont causés par des petites occlusions distales de vaisseaux, où on a réussi à faire un consortium avec 45 centres à travers le monde, principalement européens et nord-américains, quelques centres asiatiques aussi,
avec plusieurs milliers de patients qui ont été inclus dedans, et donc on publie fortement là-dessus, sur quels patients traiter, quand les traiter, quelles techniques utiliser, quelles sont les récupérations qu'on peut espérer après ces traitements, parce que tout ça, c'est vraiment encore pas suffisamment connu, pas suffisamment publié dans la littérature, et donc on a une forte activité effectivement de recherche, mais qui est pour moi principalement clinique et pragmatique plutôt que fondamentale, c'est vrai. Chacun a ses petits dada. Je me permets de vous interrompre. Recherche que vous avez présentée lorsque vous avez fait les lauréats du prix. Exactement, sur le vasospasme, avec l'intérêt, merci, de dépister ces patients, identifier quels patients traiter en endovasculaire chez nous et comment les traiter et pour quels résultats. Ça fait partie vraiment des gros axes sur lesquels je fais ma thèse de sciences. Et donc je suis encore que docteur, pas encore professeur. Mais le but c'est de terminer une thèse de sciences pour aller dans une carrière académique. Exactement. Un grand merci. Merci. Merci à vous.